Bonjour à tous, dans cette vidéo, Aymen Zenoui et moi-même Ozan Gunes, nous allons vous présenter notre sujet pour l'UE sécurité, donc l'analyse et la sécurité des systèmes keyless. Donc plus particulièrement, nous allons voir les attaques par relais, par rejeu, par clonage et les contre-mesures possibles aujourd'hui pour ces attaques-là. Voici un petit schéma qui illustre l'architecture générale et les composants d'un système keyless. Donc, le fonctionnement d'un système keyless repose sur une communication permanente entre le véhicule et la clé électronique. Comme on peut le voir sur le schéma, la voiture, elle utilise d'abord une antenne basse fréquence, qui est LF, ici, comme vous pouvez voir dans le schéma. Cette antenne détecte la présence de la clé qui est à proximité. Une fois que la clé est activée, la communication se poursuit en haute fréquence grâce au récepteur RF du véhicule. Toutes ces informations sont ensuite envoyées au module de contrôle qu'on appelle BCM ou ECU, qui décide si l'accès peut être autorisé. Et pour finir, nous avons les actionneurs. Les actionnaires se chargent d'exécuter l'action demandée. Donc, par exemple, ouvrir les portes, démarrer le véhicule ou désactiver l'alarme, tout simplement. C'est pour les véhicules qui en disposent. L'objectif de cette architecture, c'est d'offrir un accès simple, automatique, sans que l'utilisateur ait à sortir la clé. Mais comme tout repose sur des échanges radio, ça crée aussi des points sensibles que des attaquants peuvent exploiter. Donc, passons à l'explication du protocole Challenge Response. Donc, tout système qui laisse utilise ce protocole tout simplement. Donc, c'est un mécanisme qui permet à la voiture de vérifier si la clé est bien authentique pour cette voiture. Donc, en fait, tout simplement, l'ECU génère un nombre aléatoire qu'on appelle challenge, d'où le nom du protocole. Ce challenge, il est envoyé à la clé électronique. Et la clé, elle possède un secret partagé avec le constructeur. La clé va utiliser ce secret pour calculer une réponse cryptographique. Une fois la réponse reçue, le CU effectue le même calcul que la clé et va comparer les deux résultats. Si les résultats sont identiques, il va autoriser l'accès. Donc avec ce protocole, il est totalement impossible de prédire la réponse de l'échange sans connaître le secret de la clé. Donc on ne peut pas imiter la réponse. Et du coup, en plus, chaque challenge est unique. Donc à chaque échange, il y a un nouveau challenge. Donc ça assure une protection contre le rejeu. Donc, la première attaque qu'on va traiter ici, ça va être l'attaque par relais. Donc, c'est l'attaque qui est communément appelée mouse jacking. C'est la méthode la plus répandue pour le vol de véhicules keyless. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'implique aucune infraction visible. Parce que, en fait, elle n'a pas besoin de casser le chiffrement proprement parlé. C'est justement ça qui va la rendre redoutable. Elle va contourner la sécurité basée sur le logiciel en exploitant une propriété physique du signal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la propriété physique, ça va être la distance. Donc, le mode opératoire est celui d'une attaque man in the middle amplifiée, nécessitant deux attaquants. On va avoir un attaquant un attaquant A, pardon, qui va être à côté de la voiture, et on va avoir un attaquant B qui va être à côté de la clé. Donc, par exemple, la clé, elle peut être dans la maison, l'attaquant B va être à côté d'une fenêtre, par exemple, ou bien à côté du portail, pour être vraiment à côté de la clé. L'attaquant A se positionne près de la voiture, il initialise la demande, souvent par exemple en tirant la poignée de la voiture pour déclencher un signal. Donc ce signal-là, on va l'appeler challenge LF. Donc c'est un signal à basse fréquence, donc avec une fréquence à peu près de 125 kHz. Donc ce signal-là, il va servir à interroger la clé. Donc ce signal-là, il va être capté par l'attaquant A et va le transmettre via un lien privé longue distance, donc souvent Wi-Fi, à l'attaquant B, donc qui est lui est à côté de la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'attaquant B va rejouer ce signal LF près de la clé.
La clé va s'activer car elle détecte le signal comme si la voiture elle était juste à côté, donc grâce à notre relais qu'on a créé avec l'attaquant A. Elle exécute le protocole d'authentification challenge et réponse. Elle calcule la réponse chiffrée, donc via HMAC par exemple, et elle émet un signal RF, donc qu'on va appeler RF, c'est un signal haute fréquence par contre celui-ci, qui va être de 433 ou 868 MHz. Donc cette réponse chiffrée est relayée en sens inverse, donc de l'attaquant B vers l'attaquant A, puis l'attaquant A vers la voiture. La voiture va recevoir finalement une réponse parfaitement valide à son challenge et autorise l'ouverture et le démarrage de la voiture car elle va penser que la clé est juste à côté. L'échange, il est capté et renvoyé tel quel sans altérer le message cryptographique. Donc ici, on n'a pas cassé la cryptographie, on a juste déjoué un peu le chiffrage. Après l'attaque par relais, passons à l'attaque par rejeu, en anglais replay attack. L'idée, elle est simple. Un attaquant enregistre une communication légitime entre la clé et la voiture, puis la rejoue ultérieurement pour obtenir le même effet, comme quand on déverrouille une voiture. La protection standard contre ce type d'attaque est le code tournant, en anglais rolling code. À chaque appui sur le bouton, un nouveau code pseudo-aléatoire est généré et envoyé. La voiture va vérifier que ce code n'a jamais été vu auparavant et qu'il se trouve dans la bonne séquence. Rentrons un petit peu plus dans les détails. Le but principal des codes tournants est d'assurer qu'un signal radio est enregistré par un attaquant ne puisse pas être rejoué plus tard pour ouvrir le véhicule. Pour cela, chaque code doit être unique et utilisé dans la bonne séquence. Donc ici, on va avoir plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Pour maintenir cette séquence, le système va utiliser des compteurs. Le premier va être le compteur véhicule, donc CV. C'est la valeur du prochain code que le véhicule s'attend à recevoir. Le deuxième compteur, ça va être le C-clé. Donc c'est la valeur envoyée dans le message de la clé tout simplement. Le troisième paramètre, ça va être la tolérance W. Donc le véhicule devra uniquement accepter les codes C-clé s'il est égal à ces voitures. Cependant, dans la réalité, on va appuyer sans faire exprès sur la clé alors qu'on n'est pas à côté du véhicule. Donc ça va incrémenter le compteur de la clé, mais pas celui du véhicule. C'est pour ça qu'on va introduire cette tolérance W, donc qui va être la taille de la fenêtre d'acceptation pour tolérer le déverrouillage ou pas. Donc les conditions d'acceptation et de rejet. On va avoir ici trois cas. Le premier, ça va être le code reçu est antérieur ou égal au dernier code attendu. Donc là, ici, la voiture va rejeter car le code a déjà été consommé ou qu'il est trop vieux. Donc il est considéré comme une attaque par rejet. Donc pour éviter ça, il le prend pas. Le deuxième, ça va être le code est plus récent que le dernier code attendu, mais il est dans la fenêtre de tolérance W. Donc ça, le code va être accepté, le véhicule assume que l'utilisateur a appuyé X fois sur la clé hors portée, et donc le véhicule va mettre à jour le C véhicule avec le C clé. Le troisième cas, ça va être le code est trop avancé, donc trop de tentatives manquées. Donc là, ici, on va avoir le véhicule qui va rejeter car le code a été beaucoup trop éloigné donc de la tolérance, donc il est rejeté. Malgré donc ces sécurités avec le code tournant, on va quand même avoir des possibilités de contourner ces sécurités par des techniques intelligentes, dont la célèbre est l'attaque Rolljam, qui a été démontrée par Sami Kamkar. Rolljam est ingénieux car il ne recherche pas à casser le code en lui-même, mais manipule la séquence de compteurs entre la clé et la voiture. Donc le déroulement va être en trois étapes. La première étape, ça va être le brouillage et interception. Lorsque le propriétaire verrouille sa voiture une première fois, il va envoyer le code CN+1. Le dispositif Rolljam émet un signal de brouillage sur la fréquence. Le véhicule ne va pas recevoir le signal, mais Rolljam intercepte et stocke ce CN+1. La conséquence, c'est que la clé avance son compteur. Elle est maintenant à CN+2, mais la voiture, non. Elle attend toujours ce CN+1. Le deuxième passage, ça va être le passage du deuxième code. Le propriétaire, pensant que le verrouillage a échoué, appuie une deuxième fois, en voyant le code CN+2. Rolljam, cette fois, laisse passer le signal. La conséquence, c'est que la voiture reçoit CN+2, se verrouille et met à jour son compteur, ses véhicules,
A, C, N+2. Le propriétaire pense sa voiture sécurisée, mais ce n'est pas le cas. La troisième étape, c'est l'attaquant possède maintenant le code CN+1 qui n'a jamais été consommé par la voiture. Ce code est donc toujours valable. Donc plus tard, l'attaquant peut rejouer ce code CN+1 pour déverrouiller ce véhicule. Donc le dernier type d'attaque, ça va être l'attaque par clonage de clé. C'est donc juste le fait de reproduire le secret cryptographique de la clé pour pouvoir créer une deuxième clé et déverrouiller la voiture quand est-ce qu'on veut. Donc il y a deux types de clonage. Donc la première, c'est l'attaque cryptographique directe. Donc ça cible directement la faiblesse de l'algorithme d'authentification. Donc si cet algorithme-là est vulnérable, un attaquant peut intercepter quelques échanges challenge-réponse et via de la cryptanalyse retrouver sa clé secrète. On a un exemple avec l'algorithme ETH2 utilisé sur des millions de véhicules des années 2000. Cet algo-là a pu être cassé simplement en écoutant deux échanges permettant de calculer la clé secrète en quelques minutes. La deuxième voie, ça va être la programmation via le véhicule, donc via directement la prise OBD du véhicule. Donc cette technique-là, l'attaquant va passer directement par la prise OBD du véhicule en cassant par exemple la vitre pour y accéder et reprogrammer une clé comme si un concessionnaire reprogrammait une clé tout simplement. Donc c'est une attaque un peu plus comme les attaques qu'on peut avoir de nos jours, donc un peu plus brute et non côté cryptanalyse. Nous allons voir les contre-mesures industrielles mises en place par les constructeurs. Donc, les constructeurs ont développé plusieurs solutions pour renforcer la sécurité de leurs véhicules. La première, la plus efficace, c'est l'UWB, donc l'Ultra Wideband. Donc, l'Ultra Wideband permet de mesurer la distance réelle entre la clé et la voiture avec une précision de l'ordre de la nanoseconde. Donc, avec cette technologie, le véhicule peut détecter si un signal est relayé à distance, donc détecter l'attaque par volet. La deuxième mesure est l'intégration d'un capteur de mouvement dans la clé. Donc, lorsque la clé est immobile, par exemple posée sur une table à l'entrée de votre maison, elle va arrêter d'émettre des ondes radio. Donc, avec ça, on va empêcher un attaquant, même s'il est situé dehors, tout simplement de capter et d'amplifier un signal. Et la dernière contre-mesure est de moderniser la partie électronique des clés en abandonnant les anciens systèmes cryptographiques vulnérables, comme le ETAC2 Ayman a pu vous présenter, et de les remplacer avec des microcontrôleurs sécurisés et des algorithmes modernes comme l'AES ou le DST80, et qui sont bien sûr plus difficiles à contourner. Donc après les contre-mesures industrielles, nous allons voir les contre-mesures côté utilisateur. Donc la première, c'est l'utilisation d'une pochette Faraday. Donc le but de la pochette, c'est de bloquer complètement les signaux RF et LF. Donc cela va éviter les attaques par relais. Deuxièmement, éloigner la clé des portes et des fenêtres pour réduire les attaques de relais. Donc en fait, les portes et les fenêtres, c'est l'endroit où les ondes sont plus propices à se propager. Troisièmement, si possible, si le véhicule le permet, désactiver la fonction keyless. Côté sécurité manuelle, on va dire si le modèle de la voiture le permet, mettre en veille la clé, tout simplement. Vérifier visuellement la fermeture du véhicule. Donc ça peut être important contre le brouillage, par exemple. Et certains véhicules ont une option, par exemple le code PIN pour démarrer le véhicule, donc le mettre en place pour éviter les vols. Merci de nous avoir écoutés. Pour résumer, les systèmes keyless sont très pratiques, mais ils ne sont pas parfaits avec les 3 types d'attaques qu'on a pu voir aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus en détail et plus en technique, n'hésitez pas à aller voir notre rapport sur le site du professeur. Merci à vous, au revoir.